Au cours des dernières années, l'intérêt pour les pathologies des cervicales en lien avec les performances réduites des chevaux a été grandissant. Lors de visites d'achat, tirer des radiographies des cervicales semble de plus en plus demandé et cela fait débat. C'est en effet le rôle du vétérinaire de conseiller sur la nécessité de l'examen radiographique des cervicales, qui peut dépendre par exemple de l'usage et de la valeur du cheval. Alors avons-nous grand intérêt à tirer ces radios dans un contexte de visite d'achat ? Cette réflexion, l'équipe du Dr Rupert Dash, associé au Royal Veterinary College, s'y est intéressée en 2023. Ils ont rédigé un article review intitulé « Should cervical radiograph be included in a pre-purchase examination ?» Cette revue synthétise des données recueillies au cours de ces 50 dernières années. Elle résume l'importance des radiographies des cervicales et considère les facteurs qui peuvent influencer ou non la décision d'acquérir ces radiographies dans le cadre d'une visite d'achat. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure veto du podcast Vet Masterclass. Je suis Joséphine Bracaval, étudiante vétérinaire en dernière année et avec passion, aujourd'hui, je vous propose de vous accompagner pendant quelques minutes pour vous partager les dernières actualités en matière de médecine et de chirurgie équine. Nous avons sélectionné pour vous les dernières publications, le meilleur des nouveautés. Alors, sans vous déplacer, confortablement installé ou au volant de votre voiture, vous restez à jour et vous prenez ce moment pour vous. Bienvenue à bord! Rappelons d'abord que les recommandations publiées par l'AVEF indiquent que l'examen lors de visite d'achat doit inclure un examen clinique complet, sauf en cas d'exception, à titre d'exemple, l'examen d'un jeune cheval non débourré qui ne permettrait pas de mettre en œuvre un examen orthopédique. Cet examen doit en outre comprendre un examen neurologique, une palpation et un examen musculo-squelettique, et le cheval doit marcher et trotter en ligne droite et en cercle. Donc, a priori, un cheval qui passe la visite d'achat est peu, voire pas susceptible de présenter des signes cliniques imputables au rachis cervical, à savoir douleur cervicale ou ataxie le plus fréquemment. Quel est donc l'intérêt de faire une radio des cervicales dans ce contexte précis de visite d'achat ? Tout d'abord, les indications de la radiographie des cervicales comprennent une posture anormale du cou, une raideur ou douleur de l'encolure, une atrophie musculaire, ataxie, un gonflement des tissus mous ou un traumatisme, une mauvaise performance ou encore une boiterie des antérieurs qui ne s'est pas améliorée par une anesthésie diagnostique. Donc par conséquent, quand le cheval est cliniquement sain, le tirage des radios et notamment des cervicales se discute. Et surtout, quand bien même il y aurait une anomalie à la radiographie sur un cheval cliniquement sain, le défi majeur réside surtout dans la capacité à statuer sur la significativité d'éventuelles anomalies. Et ensuite, l'intérêt est donc de savoir si le pronostic sportif du cheval peut être engagé. Et surtout, de connaître l'évolution de la pathologie. Et vous allez voir à travers cette revue que ce n'est pas si simple que ça en a l'air. L'auteur commence par nous énoncer les différentes modifications qui peuvent être éventuellement subcliniques et que l'on peut retrouver sur les radios des cervicales lors de visites d'achat. Il commence par nous expliquer les variations morphologiques des vertèbres chez le cheval. Au niveau des cervicales, la plus commune, qui est retrouvée dans 76% des radios, c'est la variation de taille des processus épineux. Elle affecte majoritairement C7 et c'est souvent une découverte fortuite sans répercussion clinique. Mais attention aux erreurs d'interprétation en vue latérale. Cette variation de taille peut en effet être confondue avec une formation osseuse associée aux articulations des processus articulaires C6-C7, ou lorsqu'un centre d'ossification distinct est présent, cette variation peut être interprétée comme un fragment ostéochondral et ça n'a donc pas la même signification clinique. Ensuite, pour 13 à 33% des chevaux suivant les études, il existe une transposition de la lame ventrale d'un processus transverse de C6 vers C7. Elle est plus fréquemment unilatérale et c'est plutôt chez les chevaux pur sang. Sauf que les conséquences cliniques sont discutées. Il y a des études qui montrent que cette variation est associée à une arthropathie C6-C7 et un risque d'ataxie plus élevé. Cependant, il y a aussi des preuves qui suggèrent qu'il n'y a pas d'association significative entre cette variation et la présence de signes cliniques. Donc plus de recherches sont à faire.
Il existe également une vertèbre transitionnelle qui peut être observée à la jonction cervico-thoracique, mais il n'est pas prouvé qu'à elle seule, elle soit associée à des signes cliniques chez les chevaux. Ensuite, des centres d'ossification distincts peuvent se former, et notamment au niveau de l'apophyse ventrale de C6 et parfois d'autres vertèbres. Elles constituent une découverte fortuite et surtout, il ne faut pas les confondre avec des fractures. Voilà pour les variations morphologiques. Ensuite, à la radio, il est possible d'observer des malformations congénitales. La plus fréquente d'entre elles, c'est la malformation occipito-atlanto-axiale qui touche majoritairement les pur sang, et donc dans ce cas, au moment de l'examen par un vétérinaire, ces chevaux présentent une raideur de l'encolure, des anomalies palpables et surtout une ataxie marquée. Il y a aussi d'autres malformations qui ne sont pas retrouvées dès la naissance, mais qui surviennent avec le développement. La question est donc de savoir s'il est possible de les découvrir fortuitement lors d'une visite d'achat. Ces malformations des vertèbres cervicales, dont la liste figure dans la fiche podcast, sont la cause la plus fréquente d'ataxie chez les chevaux. Et sachez que l'âge de présentation moyen clinique pour ces malformations est de 2 ans, et dans les cas recensés, l'apparition des signes cliniques était avant l'âge de 10 ans. Étonnamment, il y a 2 fois plus de cas détectés chez les ongres et les entiers que chez les femelles. Sachez aussi que les chevaux cliniquement normaux ne présentaient généralement pas de graves anomalies radiographiques dans les études. Néanmoins, il existe peu de connaissances dans la littérature sur la valeur prédictive des radiographies dans ces maladies du développement. L'enjeu est donc de savoir si cela peut et va évoluer vers une maladie clinique. Et à l'heure actuelle, le seul état de preuve, c'est une étude de 2008 qui a montré que l'on pouvait utiliser les rapports de diamètre sagittal, inter- et intravertébral dans le cas de ces malformations. Et cette étude suggère qu'un cheval avec un ratio inférieur à 0,485 est susceptible de présenter des preuves histologiques de compression médulaire, qui sont la résultante la plus fréquente de ces malformations de développement. Cependant, cette étude suggère qu'étant donné qu'il y a une variabilité inter- et intra-observateur qui est estimée à 5 à 10%, lors de la réalisation de ces mesures, on doit les interpréter avec prudence et ça peut justifier l'avis d'un éventuel collègue ou spécialiste avant de prendre une décision finale quant à l'aptitude d'un cheval à passer la visite d'achat. Poursuivons par les autres anomalies pouvant être subcliniques et parlons maintenant des fragments ostéochondraux. Alors, en cas d'ostéochondrite disséquante en région cervicale, les fragments vont être le plus souvent localisés en partie ventromédiale de l'articulation d'abord, puis en partie dorsolatérale. Et cela va affecter préférentiellement le processus articulaire crânial de la vertèbre cervicale. C4-C5, c'est l'articulation qui est la plus fréquemment atteinte, suivie par C7-T1. Alors, il n'y a pas beaucoup de preuves concernant la sensibilité de détection de ces fragments à la radio, mais une étude de 2022 a montré que seulement 40% des fragments existants au scanner avaient été détectés par la radiographie. Il peut donc être pertinent d'ajouter des vues latéro-ventrales, latéro-dorsales obliques pour mieux voir ces processus articulaires en complément des incidences classiques. En somme, ces fragments ne sont pas toujours visibles sur la radio et ils n'en sont pas plus cliniquement significatifs. De plus, il existe peu de recherches visant à déterminer si ces fragments ostéochondraux cervicaux, qui sont trouvés chez un cheval cliniquement normal, deviendront par la suite cliniquement significatifs plus tard dans la vie ou avec l'augmentation des performances sportives. Par ailleurs, à propos de ces fragments, ayant en tête que chez les poulains, à la radio, il est possible d'avoir des défauts d'ossification apparents dans les condyles occipitaux. Et ces défauts d'ossification sont considérés comme normaux chez les animaux jusque l'âge de 156 jours. Ensuite, dans de très rares cas chez les chevaux, il est possible d'avoir des maladies des disques intervertébraux. Donc ce sont des anomalies qui peuvent être subcliniques chez les chevaux. Ça va comprendre les discospondylarthrites et les hernies discales. Elles vont entraîner toutes deux des douleurs au cou, une amplitude de mouvement réduite et surtout une ataxie. Et elles sont peu susceptibles d'être présentes sur les radios chez un cheval cliniquement normal. Et concernant les données de la littérature, les maladies du disque intervertébral ont été signalées comme étant de faible importance clinique, et les preuves récentes de 2018 suggèrent qu'il pourrait même s'agir d'une constatation relativement courante chez les chevaux euthanasiés pour des maladies non liées au cervical.
Donc en somme, concernant les lésions discales, il existe un nombre limité de rapports de cas statuant sur le potentiel d'évolution dans le temps des lésions et de la clinique du cheval. On peut ensuite observer des lésions de spondylose déformante qui peuvent être mises en évidence à la radiographie. C'est une maladie dégénérative de l'articulation intercentrale caractérisée par une formation osseuse progressive qui va finir par combler l'articulation et entraîner une ankylose. Au niveau du rachis cervical, la spondylose est encore plus rare, avec seulement 2 cas cliniques décrits à ce jour où la prolifération osseuse était tellement marquée que les chevaux étaient ataxiques. Donc a priori, ce processus pathologique serait une découverte lors de visites d'achat et en raison du manque de données publiées, sa signification serait inconnue. Enfin, à la radio, on peut également observer de l'arthrose des articulations des processus articulaires cervicaux. Alors, faut savoir que cette arthrose est vraiment très fréquente, c'est près de 70% des chevaux en compétition et elle affecte plus sévèrement l'articulation C6-C7. Donc l'enjeu dans le cadre de visites d'achat, c'est de savoir si cette arthrose a des répercussions cliniques. Il est possible de grader cette arthropathie avec des systèmes de notation pour évaluer les articulations, mais uniquement sur des projections latéraux-latérales. Cependant, à ce jour, les études disponibles sont contradictoires quant au lien entre le grade de l'arthropathie et les répercussions cliniques. Ces études ne sont donc pas concluantes quant au pronostic sportif du cheval. Et par ailleurs, la région est sujette aux superpositions, il est donc difficile d'évaluer l'intégrité articulaire à la radiographie, et par conséquent, pour investiguer les chevaux cliniques, on va utiliser de plus en plus la tomodensitométrie de l'encolure. Néanmoins, les études ont montré que les chevaux cliniques d'arthrose cervicale présentaient souvent une atrophie musculaire associée à des douleurs au cou et une raideur de la nuque. En somme, si l'on exclut les anomalies des vertèbres de type fracture, néoplasie, ostéomyélite, etc., qui occurrent rarement sans signe clinique, les autres anomalies vertébrales dont nous avons parlé peuvent s'avérer asymptomatiques. Et l'enjeu est de savoir les interpréter correctement. Encore faut-il acquérir une radiographie de qualité lors d'une visite d'achat. Et cela n'est pas si simple que ça en a l'air, c'est ce que l'auteur a résumé brièvement dans une seconde partie. En effet, de prime abord, la position du cheval est cruciale lors de l'acquisition de la radio des cervicales. Le cheval doit être sédaté, debout au carré, la tête et le cou dans une position neutre, avec la colonne vertébrale bien droite. Et tout cela afin de limiter les biais de l'apparence de certaines structures et de certaines mesures, telles que les angles d'alignement vertébraux et les rapports sagittaux intervertébraux. En parlant de biais, il est toujours bon de garder en tête que la distorsion géométrique inhérente à la radiographie peut également affecter la forme des vertèbres positionnées à la périphérie d'une radiographie. Ainsi, si des anomalies sont présentes à la périphérie d'une image, il vaut la peine d'acquérir une projection centrée sur la région d'intérêt. Mais la position du cheval n'est pas la seule clé de la réussite du cliché. Et en pratique ambulatoire, la principale limite est la puissance du générateur. Et bien souvent, les radios des cervicales caudales sont sous-exposées. L'augmentation du temps d'exposition en parallèle rend la radio plus sensible au mouvement. Et comme le cou caudal, y compris C7T1, est souvent une région d'intérêt particulier, des facteurs d'exposition trop faibles limiteront l'utilité diagnostique des radiographies cervicales acquises en ambulatoire. Par ailleurs, un support de plaque et un support de générateur minimiseront les artefacts de mouvement qui peuvent se produire lorsqu'une personne tient la plaque. D'autant plus que le support de plaque est fortement conseillé vu l'exposition élevée aux rayons X. En somme, les installations idéales sont rarement offertes aux vétérinaires en ambulatoire et ils vont devoir faire des compromis sur le positionnement des patients, ce qui va réduire la valeur diagnostique des radiographies cervicales. Ainsi, en résumé, comme vous avez pu l'entendre, les preuves actuelles suggèrent que la plupart des résultats présents sur les radiographies des cervicales acquises lors de visites d'achat sont de signification clinique inconnue ou faible chez un cheval cliniquement normal. La valeur prédictive des radiographies dans ces situations est inconnue à ce jour et la déclaration d'anomalies radiographiques pourrait conduire à écarter un cheval en bonne santé. Donc par conséquent, à l'heure actuelle, il existe peu de preuves appuyant l'acquisition de radiographies cervicales dans le cadre d'une visite d'achat chez un cheval cliniquement normal. Et de plus, les radiographies cervicales en ambulatoire sont limitées par plusieurs facteurs, ce qui peut compromettre leur valeur diagnostique. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
J'espère de tout cœur que ce quart d'heure veto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir chaque semaine un nouvel épisode sur un article impactant pour votre quotidien. Et avant de vous quitter, je vous invite aussi à retrouver dans la description de cet épisode les références de l'article, mais surtout la fiche podcast pour avoir les clés du sujet sous la main. Si vous souhaitez nous contacter pour poser vos questions, proposer des thématiques, partager des réflexions, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les liens de nos différents réseaux toujours dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée, encore 1000 merci de nous écouter et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, continuez à vivre votre métier avec passion.